Ils ont juré qu'il n'y avait plus aucun lien. Les dates prouvent l'inverse. Pendant des mois, une version simple a été répétée sans trembler. Une visite en 2005, une table de massage, un malaise immédiat, puis une rupture totale, présentée comme définitive. Une histoire nette, facile à retenir. Mais ce récit se fissure dès qu'on aligne les documents. Et si vous pensez que ce genre de contradiction ne concerne que des cercles lointains, détrompez-vous. Quand une histoire officielle tient jusqu'au moment précis où des millions de pages doivent être rendues publiques, le risque ne concerne pas seulement eux. Il concerne ce que vous êtes autorisés à comprendre. Voici le paradoxe. D'un côté, l'affirmation répétée d'un zéro contact avec Jeffrey Epstein. De l'autre, une trace écrite qui mentionne un déplacement le 23 décembre 2012 à Little St. James, à bord d'un yacht de 180 pieds, avec famille, invités et enfants. 7 ans après la date présentée comme la fin de toute relation. Mais voici le détail que personne ne souligne. Ces documents ne surgissent pas par accident. Ils sortent maintenant, produits par la même administration qui affirmait que tout était réglé. Et c'est là que l'histoire bascule. Qu'est-ce que vous êtes censé ne jamais relier entre ces lignes? L'événement central n'est pas une rumeur isolée, ni une coïncidence maladroite. Il s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large, révélée progressivement par la production massive de documents. Ce que le transcript décrit, ce n'est pas seulement une relation passée, mais une série de contacts qui contredisent une ligne officielle répétée pendant des années. On parle d'un achat immobilier lié à Jeffrey Epstein, d'une proximité géographique directe sur l'Upper East Side, puis d'une narration publique soigneusement calibrée pour minimiser tout lien après 2005. Mais cette version n'expose qu'une partie du tableau. Ce qui importe ici, c'est pas encore le détail le plus choquant, c'est la structure. Un responsable affirme publiquement qu'une relation s'est arrêtée net. Puis, dans les documents produits plus tard, apparaissent des déplacements, des échanges, des dons, des projets communs. Pas tous au même moment, pas tous au même endroit, mais suffisamment espacés pour former un motif. Et c'est là que l'histoire cesse d'être individuelle. Quand des documents sont libérés par étapes, quand certaines informations émergent pendant que d'autres restent floues, une question s'impose. S'agit-il vraiment de tout révéler ou seulement de révéler juste assez pour contrôler la lecture globale? Voici l'affirmation clé et elle est lourde de conséquences. Le problème n'est pas une rencontre passée. Le problème, c'est une déclaration publique qui ne tient pas face aux documents. Dans le transcript, Howard Lutnick explique sur un podcast qu'après l'achat d'un townhouse lié à Jeffrey Epstein, une visite en 2005 l'aurait définitivement dégoûté. Il parle d'une table de massage, de propos déplacés, d'un malaise partagé avec son épouse. Le message est clair. Cette relation se serait arrêtée là, point final. Mais les documents racontent autre chose. Ils mentionnent un échange daté du 23 décembre 2012. Dans cet échange, il est question d'un déplacement organisé vers Little St. James, l'île privée d'Epstein. Le transcript précise qu'il ne s'agit pas d'un passage improvisé. Un yacht affrété, une arrivée planifiée, un déjeuner sur l'île, puis un départ. Plus troublant encore, un email liste les âges précis des enfants présents lors de ce déplacement. Des chiffres, noir sur blanc. Voilà ce que cela signifie. Une relation présentée comme rompue réapparaît 7 ans plus tard dans un cadre intime, organisé, assumé. Et maintenant, remarquez ce qui manque. Aucune explication sur cette contradiction. Aucun mot sur ce déplacement précis. Aucun effort pour relier ces deux versions. Et c'est exactement dans ce silence que la tension commence à monter. À partir de là, la situation ne reste pas figée, elle s'intensifie. Parce qu'une contradiction de cette taille ne peut pas rester isolée sans provoquer un effet domino. Une relation niée, puis réapparue, cesse d'être un détail personnel. Elle devient un précédent. Dans d'autres affaires de pouvoir, on a déjà vu ce mécanisme. D'abord une dénégation simple, puis une révélation partielle, et enfin une normalisation progressive de ce qui, au départ, aurait dû déclencher une alerte immédiate. Ici, le schéma est familier. Une explication donnée dans un environnement médiatique amical, une version répétée jusqu'à devenir un fait accepté, puis, plus tard, des documents qui élargissent discrètement le cadre. Pas une révélation explosive d'un coup, mais une accumulation lente. Et c'est précisément ce rythme qui change la perception. Ce qui aurait choqué s'il était sorti d'un bloc devient presque banal quand il arrive par fragments. Mais voici le moment où l'histoire accélère. Car une fois qu'une contradiction est documentée, chaque nouveau détail cesse d'être neutre.
Il est relu à la lumière de ce qui a déjà été nié. Et soudain, une question devient inévitable. Si cette version s'est fissurée, combien d'autres reposent sur la même logique? Et surtout, jusqu'où cette normalisation peut-elle aller avant de produire sa prochaine rupture? Voici maintenant l'élément qui rend la situation impossible à minimiser. Ce n'est plus une seule contradiction isolée. Le transcript évoque plusieurs interactions distinctes, étalées dans le temps, bien après la date présentée comme une rupture définitive. Après 2012, il est question de dons effectués par Jeffrey Epstein à des événements caritatifs liés à Howard Lutnick. Pas en marge, pas anonymement, mais dans un cadre organisé, public, documenté. Puis viennent des échanges ultérieurs. Le transcript mentionne des communications en 2017 et 2018 autour de projets communs, notamment une opposition concertée à l'extension de la Frick Collection, un musée situé à proximité de leur propriété. Cela implique coordination, intérêt partagé, dialogue actif. Rien de tout cela ne correspond à l'image d'un homme dégoûté, refusant tout contact. Voici la contradiction centrale. D'un côté, un discours public affirmant une coupure nette depuis 2005. De l'autre, une série d'actions qui montrent une relation fonctionnelle, parfois financière, parfois stratégique, sur plus d'une décennie. Ce n'est pas une erreur de mémoire, c'est un écart structurel entre parole et acte. Et voici la ligne qui change définitivement la lecture. Quand quelqu'un dit « zéro contact » alors que les documents montrent des rencontres, des échanges et des projets communs, la question n'est plus ce qui s'est passé. La question devient « pourquoi cette version a été maintenue aussi longtemps ?» Et à ce stade, ce décalage n'est plus accidentel. À ce stade, tout s'accélère. Les éléments ne tombent plus un par un. Ils se superposent. D'abord, la production massive de documents, décrite comme comptant des millions de pages, libérés sur une courte période. Ensuite, des réactions publiques hésitantes, parfois interrompues, parfois inexistantes. Le transcript mentionne un appel d'un journaliste resté sans réponse, puis raccroché. Pas de clarification, pas de démenti détaillé, juste le silence. En parallèle, une autre dynamique apparaît. Des responsables institutionnels insistent sur une lecture strictement administrative de ces révélations. Il ne s'agirait que d'une production de documents, rien de plus. Mais cette position crée une pression immédiate, car plus les informations s'accumulent sans être adressées frontalement, plus l'impression d'évitement grandit. Et plus le contrôle du récit devient difficile à maintenir. Regardez la vitesse. Des déclarations publiques, puis des documents contradictoires, puis des refus de commenter. Tout cela en quelques jours. C'est le signe classique d'une narration qui glisse hors de contrôle. Et la question n'est plus de savoir ce qui a déjà été révélé, mais ce qui arrive ensuite. Que se passe-t-il si cette dynamique continue, si chaque nouveau lot de documents ajoute une couche de tension sans jamais refermer la précédente? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle vous touche directement. Pas parce que vous avez participé à ces cercles, mais parce que vous vivez avec les conséquences de la manière dont ces récits sont gérés. Quand des versions officielles tiennent malgré des contradictions écrites, cela façonne l'environnement dans lequel vous recevez l'information, jour après jour. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Vous écoutez une interview, vous entendez une assurance calme, vous êtes censé faire confiance. Puis, plus tard, vous découvrez que des dates, des lieux, des déplacements précis ne correspondent pas à ce qui a été dit. Ce décalage crée une fatigue silencieuse, une hésitation. À qui croire et quand? Le transcript évoque des survivantes, des réactions émotionnelles, une incompréhension face à des réponses institutionnelles jugées froides ou détachées. Ce n'est pas une bataille idéologique, c'est une expérience humaine, celle de voir des faits reconnus d'un côté, puis dilués de l'autre. Et ce mécanisme ne reste jamais confiné au dossier judiciaire. Il descend dans la vie quotidienne, dans la manière dont vous interprétez chaque nouvelle annonce, chaque conférence, chaque clarification. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Parce que cette histoire n'existe pas en vase clos. Elle reflète une tension que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir la nommer. Pour comprendre pourquoi ce type de situation se répète, il faut regarder au-delà des individus. Le mécanisme est presque invisible, mais il est puissant. Il repose sur une combinaison d'incitation, de temporalité et de contrôle du récit. Lorsqu'une institution gère la diffusion de l'information par vagues, elle ne nie pas frontalement, elle fragmente. Chaque élément devient isolé,
traité comme un cas particulier, jamais comme une pièce d'un ensemble cohérent. C'est là que le système protège ceux qui savent attendre. Le temps devient un outil. Une contradiction révélée trop tôt choque. La même contradiction révélée plus tard, entourée de complexité administrative et de langage procédural, perd de son impact. Le transcript montre cette logique à l'œuvre. On parle de documents, de processus, de révision, pendant que les questions de fond restent suspendues. Et il y a un autre levier, la fatigue. Plus une affaire s'étire, plus le public est invité à passer à autre chose. Pas par censure directe, mais par saturation. Trop de détails, trop de délais, trop de versions parallèles. À la fin, le système ne vous dit pas quoi penser. Il vous épuise jusqu'à ce que penser devienne secondaire. Et c'est précisément ainsi que des récits contradictoires peuvent coexister sans jamais être réellement tranchés. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est encore figée. Dans la première, le rythme reste le même. Les documents continuent de sortir par blocs, chaque révélation est traitée séparément, les réponses officielles demeurent prudentes, procédurales, parfois évasives. Dans ce scénario, l'histoire ne disparaît pas, mais elle s'étire. Elle devient un bruit de fond permanent, suffisamment présent pour exister, mais jamais assez concentré pour provoquer un basculement immédiat. Dans la seconde trajectoire, quelque chose change. Un détail précis force une relecture globale. Pas une accusation nouvelle, mais un élément qui relie clairement les points déjà connus. Une date qui ne peut plus être contournée. Un échange qui ne peut plus être isolé. À ce moment-là, la dynamique s'inverse. Ce qui semblait fragmenté commence à former une ligne continue et la pression se déplace vers ceux qui contrôlent le calendrier et le cadrage. Ce qui rend l'instant actuel instable, c'est que ces deux chemins sont encore ouverts. Rien n'est conclu, rien n'est refermé. Mais une chose est claire, la prochaine information ne sera pas reçue dans le vide. Elle arrivera dans un espace déjà chargé de contradictions non résolues. Et quand l'élan commence à se former, il devient très difficile de l'arrêter. Il y a une idée simple qui traverse toute cette histoire. Ce ne sont pas les documents seuls qui comptent, mais l'écart entre ce qui a été dit et ce qui peut être vérifié. Une version répétée assez longtemps peut sembler solide, jusqu'au moment où le temps, les dates et les traces écrites la rattrapent. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement un récit qui vacille, c'est la confiance dans le cadre qui l'a porté. Si vous prenez du recul, cette affaire n'est pas seulement une question de relations passées ou de déclarations maladroites. Elle montre comment le pouvoir teste ses limites, en parlant avant que tout ne soit visible, en misant sur le délai, en espérant que les pièces ne seront jamais assemblées. Mais une fois que les lignes commencent à se rejoindre, l'histoire ne peut plus revenir en arrière. Et ce qui vient ensuite ne dépend pas d'une seule révélation spectaculaire, mais de l'attention collective. Parce que la suite de cette histoire est déjà en train de s'écrire, document après document. Et la vraie question n'est pas ce qui sera révélé, mais qui sera encore là pour relier les points quand cela arrivera.